Messieurs, dames, nous sommes le 13 avril 2025. Soirée exceptionnelle puisque soirée double critique, The Amateur avec Rami Malek, avec John Berntal. Ne vous déplacez surtout pas au cinéma si c'est pour voir John Berntal. Et Novocaine avec Jack Quaid, un film de fils d'eux, si j'ose dire, puisque Jack Quaid, fils de Dennis Quaid, et Ray Nicholson, fils de Jack Nicholson, pour jouer l'antagoniste principal donc de Novocaine. Soirée donc exceptionnelle, puisque soirée double critique, puisque double film. Et alors, moi j'ai envie de commencer tout de suite par un détail peut-être qui aura échappé à certains d'entre vous, mais finalement qui tombe plutôt bien dans le hasard finalement de faire cette double critique. J'ai eu la chance de voir les deux films quasiment coup sur coup. The Amateur et Novocaine sont étroitement liés, je trouve, sur deux aspects. Pour le coup, un thriller entre guillemets haletant, enfin en tout cas qui se veut haletant et psychologique d'un côté, et un film fun et déjanté de l'autre, on pourrait se dire étonnant quand même qu'il y ait pour moi deux similitudes. Effectivement, je trouve que The Amateur et Novocaine sont connectés. Connectés pourquoi? Puisque d'un côté comme de l'autre, finalement, on a dans The Amateur un membre de la CIA, mais qui est pas de la CIA telle que l'on imagine, hein, grandiloquente, etc. Un membre finalement plutôt de l'ombre, un informaticien qui est un expert dans son domaine, qui va voir sa femme disparaître au cours d'un événement tragique et du coup va vouloir faire vengeance lui-même et va procéder à ce qu'on pourrait appeler finalement de l'extraordinaire, c'est-à-dire un homme ordinaire, simple, certes qui a un métier quand même important. C'est un homme, on le rappelle dans le film, Rami Malek dans The Amateur à 170 de QI, donc c'est quand même une tête, si j'ose dire. Mais c'est un homme ordinaire qui va de lui-même s'embrayer, s'engager dans une aventure extraordinaire qui va parfois finir par le dépasser complètement. Ça, c'est pour The Amateur. Et du côté de Novocaine, c'est Jack Quaid, similaire, problème génétique, ressent aucune douleur. Voilà, c'est le topo simple et efficace. Et à la suite d'un braquage, la femme qu'il aime va se faire enlever. Il va vouloir effectivement faire vengeance et justice lui-même en allant sauver sa belle, justement, des mains de ses joyeux lurons, si j'ose dire, de ses, évidemment, assaillants. Et donc finalement, encore une fois, on a quelqu'un d'ordinaire, d'un côté 170 de QI, de l'autre insensible à la douleur. On a d'un côté comme de l'autre deux personnes, certes, qui ont des identités que le commun des mortels n'ont pas, évidemment, et qui ont des opportunités, en fait, de talents que d'autres n'ont pas, mais des personnes ordinaires qui vont justement diriger vers quelque chose d'extraordinaire, avec des situations qui vont les dépasser complètement, etc., et auxquelles, pourtant, ils n'étaient pas préparés du tout. Similitude entre les deux films, et autre similitude, plus dans l'analyse, et similitude, là, pour le coup, pour les comédiens. D'un côté, on a Jack Quaid qui nous fait du Huey dans The Boys, très clairement, hein, il nous fait du Huey dans The Boys. Donc Huey Campbell, le personnage principal de la série, où on le sent un petit peu décalé, etc. Souvent dans l'humour, mais pas trop. Pas forcément hyper sociable, un petit peu comme son personnage dans The Boys. Et puis bah voilà, qui va être emmené dans quelque chose de grandiloquent, fun, déjanté, barré. Et de l'autre côté, alors là, pour le coup, ça marche. Retenez-le bien, hein, là, pour le coup, dans Novocaine, ça marche. Et de l'autre côté, on a Rami Malek qui nous fait du Elliot Alderson dans Mister Robot, 170 de QI, génie informatique, capable de coder, de traquer, de craquer à peu près tout ce qu'il faut, et qui va se faire justice et vengeance un petit peu lui-même aussi, mais qui reste exactement dans sa configuration. Quel est donc le lien entre les deux? Ça pose les bases des limites peut-être d'un acteur ou de sa zone de confort. J'ai vu les deux films, j'ai vu deux acteurs principaux totalement dans leur zone de confort. Que ce soit Jack Quaid ou que ce soit Rami Malek, exactement ce qu'on leur demande de faire et exactement ce pourquoi ils ont été connus et appréciés. The Boys, Mister Robot. D'un côté pour Novocaine, ça me dérange pas trop. De l'autre côté pour Rami Malek, j'en parlais justement dans la partie talk. Ceux qui me regardent sur YouTube, venez sur Twitch, au moins vous aurez les talks. Ça m'emmerde un peu plus du côté de The Amateur, puisque justement, Rami Malek, pour moi, peut-être commence un peu à trouver ses limites. C'est un acteur que j'adore, mais il ne pourra pas toujours faire du Mister Robot.
C'est pas quelqu'un qui pourra se contenter de faire du Mister Robot dans le texte tout le temps. Il a été dans Oppenheimer dans un rôle qui était anecdotique, même si intéressant sur la fin de l'œuvre, hein, mais anecdotique. Il a fait Bohemian Rhapsody, là où c'est vrai, où pour le coup, même si le film n'a pas été fort apprécié, moi je l'ai trouvé bon, Rami Malek. Mais sinon, c'est vrai que depuis Mister Robot, on le voit peu, pas forcément autant que ses qualités de comédien. Et là, dans The Amateur, j'ai trouvé qu'il faisait beaucoup trop le Elliot Alderson dans le texte, en étant même parfois un peu à contre-jeu, je trouve, de ce qu'on lui demandait, très monolithique, sans expression, etc. Et moi, ça m'a un peu déçu, effectivement. C'est pour ça que je vais commencer par The Amateur. The Amateur, donc un film de James Howes, le réalisateur de House, je ne sais pas comment on le prononce, on va le prononcer comme ça. Réalisateur pour l'instant que d'un seul film, One Life avec Anthony Hopkins. C'est que son deuxième film, radicalement différent du premier, donc on va pouvoir lui laisser le bénéfice du doute pour les suivants, même si globalement j'ai été très déçu, je vais être honnête, de The Amateur, avec Rami Malek, Lawrence Fishburne ou encore John Bernthal, pour le peu qu'on le voit, je vous le dis, il est là 3 minutes. Ceci n'est pas un spoil, puisque de toute façon je vois même pas ce qu'il y a à dire sur son personnage dans la mesure où il n'a aucun intérêt dans le film. C'est terrifiant quand vous aimez John Bernthal de le voir dans un film comme ça, pour si peu de choses. Mais ça, on en parlera évidemment tout à l'heure. Et l'histoire, donc, c'est quoi? Eh bien, c'est celle donc du personnage de Rami Malek, Charlie Heller, qui voit sa femme mourir dans une prise d'otage qui elle là aussi, qui dégénère, et il va vouloir faire ce vengeance lui-même en ayant une formation très accélérée avec Lawrence Fishburne au sein de la CIA, et ensuite en les traquant à travers toute l'Europe, puisque ça se passe d'abord aux États-Unis, ensuite en Europe, en les traquant, en les éliminant les uns après les autres. Et The Amateur, donc, est un film extrêmement décevant. Premièrement, parce que le scénario est vu et revu et revu et revu. Je veux dire, l'idée qu'à un moment donné, on veuille se venger de la mort de sa femme, ou de se venger du kidnapping de sa... Enfin, je veux dire, que ce soit les Punisher, que ce soit les Terminal List, que ce soit les Tekken et compagnie, c'est un thriller psychologique orienté action, comme on en a vu 1 milliard depuis la nuit des temps du cinéma. Et c'est malheureusement, oui, effectivement, un film aussitôt vu, aussitôt oublié, comme on en voit 50 chaque année, et qui est d'autant plus triste que le réalisateur avait quand même sorti One Life juste avant, et que c'est le retour en grande pompe de Rami Malek. Alors Rami Malek, on en parlait aussi pour James Bond, où là, pour le coup, il faisait quelque chose de quand même assez différent. Moi, je l'avais bien aimé en antagoniste dans James Bond. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit pratiquement tout le temps. Comme le dit Pritch, on a un côté hacking, espionnage, profiling qui aurait pu être sympa, mais ça a déjà été vu, et en bien mieux. Je parlais de Mister Robot, mais on peut aussi citer d'autres œuvres qui l'ont fait beaucoup mieux que ça. Le côté thriller, un petit peu... ouais, même pas forcément d'espionnage, mais aussi qui orienté action, avec une réflexion sur la CIA, avec une réflexion sur l'importance et le jeu du gouvernement, des choses comme ça. Là, c'est bateau, en fait, et plat et creux au possible. C'est un film de 2 heures qui est extrêmement long, qui est globalement mal scénarisé, je trouvais, mal narré, parce que, au cas où vous avez regardé, il y a 4 protagonistes, enfin antagonistes pour le coup, que Rami Malek doit confronter. Les 2 premiers, il les chope en 1h30, les 2 autres en 10 minutes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se sont dit, frère, on est déjà à 1h40 de film, donc les 2 derniers, même si le spectateur comprend pas exactement comment il les a chopés, ceci, cela, que ça devient un peu grotesque et pas crédible pour un sou, c'est pas grave, il nous reste un quart d'heure pour boucler le film. Les 2 derniers personnages qui sont pourtant les plus importants, non seulement on ne les développe pas, à aucun instant les antagonistes sont développés, il n'y a aucun développement de personnage. Même Rami Malek, hormis sa relation avec sa femme, où de temps en temps il a des bribes de flashback, il n'y a aucune narration, développement de protagoniste. Il y a une pseudo-amitié qui va se lier entre lui et Lawrence Fishburne, mais alors c'est téléphoné et puis expédié aussi rapidement qu'il en est. Donc c'est un film qui est mal maîtrisé dans sa narration, etc., qui est relativement mal monté. Moi, je pense par exemple à un film comme Angle d'attaque, dédicace à Rowan, il y avait Matthew Fox qui jouait dedans, Forest Whitaker. Je me souviens, parce que je l'ai revu il n'y a pas longtemps, du film Angle d'attaque, qui n'est pas forcément similaire, mais qui, dans ce genre de film sur le gouvernement, la CIA, la recherche de terroristes, de trucs, de machins, enfin filmé dans plein de séquences différentes. C'était un film qui, dans le montage, était hyper riche, parce que tu revivais à peu près les mêmes scènes simultanément à travers la vision
et l'angle du coup de l'attaque à travers plein de personnages différents. Tu devais essayer de comprendre qui était le véritable coupable. Et dans le montage et dans la manière dont c'était abordé, c'était hyper audacieux. Là, pour le coup, tu vois, c'était simple, mais la forme faisait que c'était efficace. Là, la forme est bateau au possible. Le fond est lui aussi, mais je vous dis, creux, plat et absolument sans intérêt. Et alors, il y a des séquences, je trouve, particulièrement gag, euh, où il y a une limite, en fait, il y a une frontière dans le scénario entre appeler ton film The Amateur, donc en gros l'amateur, l'amateurisme total, sous prétexte que ça peut excuser absolument toutes ses actions, c'est un amateur, un monsieur tout le monde, qui va avoir une formation accélérée, qui va vouloir se faire vengeance, etc., en allant trafiquer ceci à droite à gauche, et puis en essayant d'établir des stratagèmes. On nous dit qu'il a 170 de QI, mais il y a des situations complètement absurdes qui arrivent où on se dit, mais attends, quelqu'un qui a 45 de QI ferait pas ce que tu fais. Et le fait d'appeler ton personnage un amateur ne souligne pas la bêtise, enfin n'empêche pas la bêtise de ton scénario. Comme le dit Anto, il y a une séquence de crochetage où il essaie de crocheter une serrure en écoutant une vidéo YouTube qui lui explique comment crocheter. Tu te dis, mais non, mais toutes les serrures sont pas forcément les mêmes, t'as pas les mêmes outils, c'est des trucs, ça n'a absolument aucun sens. Et alors, il y a une scène, ça va pas spoil tant que ça, mais il y a une scène où, en gros, sans vous donner le résultat, il rentre dans un hôpital pour interroger une nana qui est la première sur sa liste. Non seulement il rentre dans l'hôpital, alors il porte pas de gants, c'est-à-dire que si on le retrouve ou ceci ou cela, il couvre même pas ses traces, il en a rien à foutre. Sous prétexte qu'il est en Europe, il a beau avoir 170 de QI, même pas de gants quand il fait ses trucs. Mais alors finalement, c'est pas si mal. Parce que lui, il a juste un habit en fait de médecin. Il essaie de la buter et d'obtenir les informations sur place. Tout le monde entend ce qui se passe. La nana réussit à cavaler. Et lui, il lui court après. Il lui court après. Dans les couloirs, ceci, cela. Il sort de l'hôpital. À la vue de tous, il la braque avec son flingue. La nana se fait renverser. Il regarde comme ça la nana pendant 10 minutes. Il prend son téléphone. Ensuite, il court, il se tire. Le mec est quand même recherché par la CIA, il est recherché par Lawrence Fishburne, persona non grata partout, il y a des flics qui peuvent arriver dans tous les sens, et lui, 170 de QI, se dit, ouais, je vais courir comme ça, machin, et tout, de toute façon, j'ai pas le choix, aucune tension, aucune matière en termes de mise en scène, etc., en termes de montage, de plan, je vais parler de rien, il y a rien à dire. Je vais parler de rien puisqu'il n'y a rien à dire. Il y a une scène qui est plutôt bien foutue et intéressante, je vais y revenir après, c'est tout. Le reste, c'est d'un basique, mais d'un bateau absolu. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est triste. C'est que c'est un thriller actionneur des plus basiques. J'ai remarqué des problèmes de cadrage assez énormes aussi à la fin du métrage. Pour ceux qui ont vu le film, vous me direz si vous a choqué aussi. C'est quand ils sont sur le bateau avec l'antagoniste final, la caméra, elle balbutie tout le temps. Mais en fait, elle balbutie, on pourrait se dire, c'est pas grave que la caméra tremble, c'est pour narrer l'océan qui bouge, etc. Le bateau, c'est normal, ça peut pas être tout à fait plat. Mais les personnages sont même plus cadrés. C'est-à-dire qu'en fait, que la caméra, quand elle bouge comme ça, il y a des personnages, ils sont cadrés au niveau des cils. Et ils parlent comme ça, et en fait, quand ils se lèvent, on voit plus leur tronche, et la caméra se relève un temps plus tard. Enfin, vraiment, c'est ni fait ni à faire. C'est ni fait ni à faire. Et tu te dis, mais putain, mais c'est la base. Je veux bien que tu fasses travailler un petit peu ta bascule de caméra, histoire qu'on pense que t'es sur l'eau et que ça bouge un peu, pas de problème. Mais là, attends, c'est quand même... Cadre au moins tes personnages, quoi. Tu peux les cadrer correctement de base pour que si ça bouge, tu vois au moins les cheveux du mec. Là, ça s'arrête au front, quoi. C'est quand même... putain, enfin, t'as 2 films à ton actif. Le mec, c'est un connu c'est un connu des séries télé. Le réalisateur avait travaillé sur Snowpiercer, la série. Il avait travaillé sur Black Mirror. Il avait travaillé sur Doctor Who. Et récemment, il avait fait Raised by Wolves. Avec Travis Fimmel, la série qui avait été écrite ou produite par Ridley Scott, ou créée, mais peut-être même par Ridley Scott, je sais plus. Donc c'est pas un amateur, quoi, pour le coup, à part là, visiblement, puisque l'amateurisme est présent à peu près partout. Mais c'est vrai que je ne peux pas parler de ça. Il y a une séquence, voilà, qui m'a bien plu. C'est la séquence de la piscine, pour ceux qui ont vu le film. Là, effectivement, je trouve qu'en termes de mise en scène, en termes de tension, en termes de jeu, etc., et puis de segments forts, c'est une scène qui est maîtrisée.
C'est la rencontre avec le deuxième antagoniste principal qu'affronte Rami Malek. Il y a de l'idée dans cette séquence-là, elle est bien réalisée, effectivement, il y a le sens de la tension est présente. Mais pour le reste, il n'y a rien. Ça termine en peau de chagrin, en plus, avec une fin bateau et pleine de bons sentiments et comment dire, ouais, vraiment bien pensante au possible. Enfin, c'est d'un niais sidérant. Alors, il y a aussi une scène, moi, qui me. Mais alors, il y a aucune. C'est un mec qui a perdu sa femme. Tous les gens qui sont autour de lui meurent les uns après les autres. Il n'y a aucune science de l'émotion. Rien. Rien. On va pas me dire que Rami Malek sait pas jouer l'émotion quand vous avez vu Mister Robot. Hein. Il essaie de se donner, mais de la mort de sa femme au reste, il n'y a rien, aucune science de l'émotion. Et alors, il y a une scène que j'ai trouvée lunaire. Vous allez me dire, peut-être pour ceux, je sais pas s'il y en a qui n'ont pas vu le film, qui sont encore là. Est-ce qu'il a mon Sky, par exemple, peut-être qu'il m'écoute encore le Sky. Il va me dire ce qu'il en pense, hein, mais moi j'ai trouvé ça lunaire. C'est un mec qui a perdu sa femme, c'était tout pour lui, tout. Il vivait que pour sa femme, etc. Pas de problème. Bon, à la bonne heure, normal. Il fait tout ce chemin en Europe pour retrouver ceux qui ont tué sa femme. Il a des visions de sa femme, ceci, cela. On se dit, il est tout pour lui. Il rencontre une nana qui est aussi basée dans le hacking, etc. Qui a perdu, je crois, son mari aussi il y a peu, ou une connerie comme ça. Je m'en souviens plus. C'est tellement peu intéressant dans le scénario. Et il y a un moment donné, la nana, elle arrive. Elle regarde Rami Malek, elle dit je vous demande peut-être rien de plus, mais ça fait si longtemps que j'ai pas dormi avec quelqu'un, puis-je dormir avec vous? Et le gars, il est là, ouais, ok. Donc elle s'allonge à côté de lui, et lui, il est pas là, genre en mode gêné, machin. Non, lui, il la prend dans ses bras, et il dort avec elle, le petit sourire aux lèvres, machin. Comment tu peux avoir l'idée d'écrire un truc comme ça, frérot? Le mec, il a perdu sa femme en début de semaine, et là, il dort avec une nana, et tu vas me dire, non, mais tu comprends, parce que c'est deux personnes qui ont perdu ce qu'ils aimaient le plus, et en fait, ils ont de l'alchimie, ils se retrouvent dans leur douleur, alors là, ça leur permet de ne pas être seuls une fois dans leur vie. Nique ta mère, c'est nul à chier, gros. C'est nul à... Parce qu'en plus, il se passe rien, la nana se fait buter 3 minutes plus tard, il y a zéro émotion, il lui a fait un bisou sur le front, il se barre, on n'en parle même plus. Enfin, je veux dire, t'es là, tu vois, c'est aberrant, quoi. C'est aberrant. Moi, je me mets à la place de Rami Malek. Ma femme, elle est morte il y a 3 jours, mais je vais pas dormir avec une nana sous prétexte qu'elle a du mal à dormir toute seule. Bah non, en fait. Je suis là pour buter les gens qui ont flingué ma femme, même si je me sens très seul, etc., et que c'est censé être une scène poétique. Bah non. Bah non, c'est pas bien. C'est pas bien du tout, en fait. Et là, je crois que c'est là que j'ai décroché, vraiment. Je commençais déjà un peu à m'endormir, pour être honnête, parce que franchement... c'est pas intéressant pour un sou. C'est tellement vu et revu et classique que voilà, les seuls moments peut-être relativement intéressants, c'est quand lui, il va essayer de s'entraîner à la formation avec Lawrence Fishburne. Mais ça dure un quart d'heure. Parce que tu vois un peu le mind game du type. Et le gars qui est pas du tout fait pour ça. Il y avait du potentiel de faire d'un geek qui bosse pour la CIA, etc. Et qui est pas du tout dans le milieu un mec qui peut potentiellement devenir un tueur ou un truc dans ce genre-là, ou qui a du mal à tuer, qui se demande s'il va pouvoir, ou ceci, ou ce... Enfin, c'est un film qui avait énormément de potentiel. Mais là, moi, Lawrence Fishburne, je vais te dire, Preach, Lawrence Fishburne, euh, il a un rôle secondaire, plus que secondaire. Il est quand même sur l'affiche, hein, alors qu'il a un rôle secondaire. J'ai préféré quand il était dans Passengers. Dans Passengers, il a un rôle plus que secondaire aussi. Mais pourtant, au moins, il a une utilité dans le scénario, il est assez charismatique. Là, globalement, bon. Ouais, et encore, je vais te dire, Preach, je prends ces deux films-là en exemple parce que le temps d'antenne est à peu près similaire. C'est des rôles secondaires qu'on voit peu. Il y en a un, au moins, il est utile. L'autre, pour le coup, là, c'est vrai qu'à part travailler un peu le perso de Rami Malek, il sert à rien. Et c'est limite les scènes les plus intéressantes, hein. C'est limite les scènes les plus intéressantes où il y a Lawrence Fishburne parce qu'il dégage quelque chose, mais dans l'écriture, la narration, je vous l'ai dit, la mise en scène, les cadrages, il n'y a rien, quoi. La musique est bateau au possible, voilà, c'est du symphonique quand il faut montrer la tristesse et la douleur, c'est du un peu plus électronique pour les passages de mise en scène informatique. Ouais, non, il n'y a pas grand chose à sauver. Et alors, le clou du spectacle,
Alors ça, c'est fabuleux. Alors là, c'est fabuleux. Mais le foutage de gueule. Mais alors, le foutage de gueule. Mais vraiment, hein. John Berntal. Je l'ai dit, hein, John Berntal, tu le regardes dans Wine River. Il est là 5 minutes, c'est une des scènes les plus impressionnantes du film. Baby Driver, il est là 5 minutes, il vole le show. Euh, euh, les Veuves, il est là 58 secondes, je crois. Je l'avais mis dans mon documentaire, tellement il n'était pas là souvent. Mais sans le principe de Berntal et puis de justement de ces mecs-là qui meurent dans le braquage, il n'y a pas de film. Donc même là, en 50 secondes, il est important. C'est un habitué des second rôles qu'on voit peu. Mais là, moi, je suis honnête avec vous, pour ceux qui regarderont la vidéo, vous allez l'entendre, sinon je l'ai déjà dit tout à l'heure. Je me suis renseigné dès que je suis sorti du film, je me suis dit, John Berntal connaît-il le réal? A-t-il déjà travaillé avec le réal? Je suis allé regarder, j'ai fait, à part pour aider un pote, comment tu peux accepter un rôle comme ça? J'adore John Berntal, c'est pas contre lui parce qu'il joue bien, hein. Globalement, c'est même lui qui joue le mieux alors qu'il est là 3 minutes 30, hein. C'est le seul qui arrive à te faire avoir une émotion. J'ai regardé, je me suis dit, est-ce que c'est pour son pote Rami Malek? Ok, ils ont fait la nuit au musée 2 ensemble. Bon. Ok, ils étaient dans The Pacific ensemble. Bon. Mais là, tu te dis, attends, à part si c'est Rami qui t'appelle, ou tu te dis, j'ai un petit rôle pour toi, mais lui, en gros, il joue un mec. Rami Malek lui a sauvé la vie, on ne sait pas exactement comment ni pourquoi une fois. On le voit une minute au début du film, il demande un conseil à Rami Malek pour un ordinateur. On le revoit après en Russie, parce qu'il a réussi à rechoper la trace de Rami Malek en Russie, et il lui dit, écoute, tu m'as sauvé une fois, là c'est moi qui vais te sauver, arrête ta vendetta maintenant, parce que si tu le fais, tu vas y rester. Et il repart. Il a 2 scènes d'1 minute 30 chacune. Non, une scène d'1 minute, une scène de 3 minutes. Il est là 4 minutes en tout. Si vous retirez son personnage, l'histoire est exactement la même. Exactement la même. Il n'a aucun impact sur le film. C'est un personnage qui ne sert à rien. Mais à rien. Mais genre, il a même pas de phrase avec d'autres personnages que Rami Malek. C'est du foutage de gueule. C'est du foutage. Je ne sais pas comment Berntal a pu se dire, je vais accepter ça, c'est cool. À part pour être avec Rami Malek. Mais ce serait hyper intéressant de lui demander. Vraiment, moi, John Berntal, c'est un mec que j'adore. Je lui dis que. Moi, je l'aurais en face, je lui dirais, écoute, John, tell me, you bastard. Tell me, my sweet American boy. Parce que moi j'adore, vous le savez, c'est un de mes acteurs préférés. Ouais, c'est un de mes rois, John Berntal. J'aimerais lui poser la question, mais genre, honnêtement, t'as déjà fait des rôles qui étaient courts, mais t'as marqué les esprits. Qu'est-ce qu'on va chercher dans un rôle comme ça? Qu'est-ce qu'on va chercher dans un rôle comme ça, en tant qu'acteur, dans un film où j'imagine qu'il doit savoir. Il a fait Sweet Virginia, des films d'auteur, des trucs, des machins. Là, je veux dire, regardez ce qu'il fait dans The Bear. Dans la série The Bear, il est extraordinaire. Il est là dans quoi? 2 épisodes maximum. Mais pourtant, il est là, il est marquant. Puis on parle de lui tout le temps, dans l'absence-présence. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et je me dis, merde, putain, mais ça me fait trop chier parce qu'en fait, c'est ce que j'avais dit. Je suis allé les 2 films. Je les ai eu avec mon paternel. C'était son anniversaire, donc on s'est fait une après-midi, enfin une matinée après-midi movie là. Et je lui ai dit, mais tu vois, à la limite, il aurait joué un des antagonistes ou l'antagoniste principal, tu vois, ou je sais pas, ou l'agent de la CIA qui est un peu véreux. Mais c'est quoi? Même en vrai, non, John Berntal est trop bon pour ça. Désolé, hein, John Berntal est beaucoup trop bon pour ça. Pour les rôles qu'il y a dans The Amateur, là, mais John Berntal est beaucoup trop bon. Ça n'aurait aucun intérêt de le faire jouer là, de lui avoir fait jouer ça. Je me serais juste dit, bah, John Berntal est dans le film, on le voit souvent, tant mieux, mais ça n'a aucun intérêt. Il va être dans Mr. Wolf 2, là, dans pas longtemps. The Accountant 2. Et pareil, le premier Mr. Wolf avec Ben Affleck, avec un mec qui était, je crois, avocat. Je sais plus s'il était avocat. Je me demande s'il n'était pas notaire ou quelque chose comme ça, je me souviens plus. Mais il était aussi dans les tueries, machin, etc. Et son frère était joué par John Bernthal. Mr. Wolf, dans un genre thriller d'action, il y avait des rebondissements. Et le fait que Ben Affleck soit autiste, etc., il y avait un truc cool à aller chercher dans ce film-là, tu vois. C'était original. Là, le deuxième de Mr. Wolf, je l'attends avec impatience parce que je me dis, c'est possible que ce soit hyper original et intéressant. Tout c'est un film qui nécessite même pas de suite de base. Mais si Bernthal y va, c'est qu'à mon avis, il y a quelque chose à aller chercher. Là, Là, franchement, moi, The Amateur, je vous le dis, je ne comprends pas le projet. Enfin, si je comprends le projet, c'est
C'est un énième film, ouais, thriller d'action. T'aurais remplacé Rami Malek par Liam Neeson, personne n'en aurait parlé. Je suis honnête avec vous. C'est tout ce que je retiens de The Amateur. Tu le mets en... C'est un film, tu le mets... Pourtant, il a du budget, hein, ça se voit. Hein. Il y a du potentiel. Mais tu le mets en direct ou DVD, ou tu le mets en film sorti uniquement aux États-Unis, qui arrive sur Prime, direct, comme ça, là, en France. Et en gros, avec, ouais, un Liam Neeson ou un acteur de ce trempe-là, où tu changes les... Voilà, tu changes les acteurs par deux ou trois autres qui sont des habitués d'actionneurs. Ça revient à la même chose. Ça revient à la même chose. En fait, on dirait que ça a été fait à l'envers. Genre, le Real a appris que Berntal venait sur le projet et qu'il devait lui écrire un rôle en catastrophe. C'est une question qui serait hyper importante. J'aimerais beaucoup, mais pas d'une manière négative. Il y est pour rien, John Berntal, si le film est pas bon. Moi, j'aimerais savoir, tu vois, en tant qu'acteur, qu'est-ce qu'on va chercher dans un rôle comme ça où effectivement, si tu regardes le film, et j'imagine qu'il a dû le voir, tu vois, qu'il a dû lire les textes et tout, il se dit, quel est mon rôle là-dedans? Je veux bien que ce soit la voix de la raison ou la voix de la sagesse pour Rami Malek ou qu'il soit de bons conseils. Tu l'as sauvé une fois, et ben il essaie de te sauver cette fois-ci. Mais on n'a aucun background sur ça, donc il n'y a pas d'impact. Et puis globalement, dans le scénario, il a beau lui dire ça, mais je veux dire, ça change pas le scénar. Rami Malek, il va quand même. Et puis si lui était pas là, il l'aurait fait. Enfin, globalement, ça ne servait à rien, je veux dire, puisqu'il n'a pas d'interaction avec les autres personnages. Donc là, c'est un personnage, tu le retires. Ouais, c'est le plaisir d'avoir vu John Berntal au cinéma et d'avoir entendu Jérôme Powell. Voilà. Et Alexis Thomasian et Ricardson Macarel aussi, qui a une voix dans le film du principal antagoniste de la CIA. À part ça, c'est triste, hein. Vraiment, c'est tristounet. J'ai regardé le film, je suis sorti en mode, bon, bah voilà, je mets 4 sur 10, je suis gentil, hein. Et encore, ça fait même pas plaisir de le voir, du coup. Bah, et tu prends du plaisir les 2 minutes où il est là, tant mieux, parce que honnêtement, tu dois prendre du plaisir 10 minutes dans un film de 2 heures, quoi. Allez, on va dire 2 heures au lieu de 2h08, il doit y avoir 8 minutes de générique, j'imagine. Mais, puis alors, le film se termine, mais à l'eau de rose, enfin, même pas un intérêt à faire un générique digne de ce nom après, tu passes direct sur le défilement des... Enfin, t'es là, tu fais, c'est un film qui a... Ouais, on dirait un pur film de commande où tu te demandes pourquoi Rami Malek est allé là-dedans. Tu te demandes, Rami Malek mérite 100 fois mieux que ça aussi. On parle de Berntal, mais même Fishburne ou les autres, Rami Malek mérite 1000 fois mieux que ça. 1000 fois mieux que ça. Pas de spoil sur la fin, du coup. Non, non, je spoil pas, parce que honnêtement, je vais même vous dire, c'est tellement décevant qu'il n'y a pas grand-chose à spoiler. Je dirais juste, là, si c'est sans spoil, c'est une fin à l'eau de rose, semi-happy ending, qui est terrifiante, quoi. Qui est vraiment terrifiante, hein, parce que pour moi, ça va à l'encontre, en plus, de tout ce que tu as fait de ton film, de tout ce que le potentiel du film avait, quoi. Rami Malek a produit le film, donc à mon avis, il y est allé lui-même. Ouais, bah écoute. Ça arrive les erreurs de parcours, hein. Tu peux parfois produire des trucs qui sont pas bons et tu te dis, ah bah, bon, bah voilà, hein, écoute. Surtout quand on l'introduit comme un personnage ayant une dette pour le personnage de Rami Malek, tu te dis que ça va mener quelque part, et bah non. Ah ouais, non, mais rien. Rien du tout. Et tu sais que moi, je le savais. J'avais vu dans la bande-annonce un passage avec John Berntal. Et j'avais vu, en fait, que c'était pas le passage du début du film. Donc, en fait, tout le long du film, je me suis dit, bah, je sais qu'il va revenir. À moins qu'il l'ait coupé et que ce soit que pour la bande-annonce, ce qui est possible, hein. Mais je sais qu'il va revenir. Il doit forcément avoir un impact. Mais non, même pas, quoi. Même pas. Plus ma note baisse, je donnerais 4 sur 10. Ah, mais vraiment, mais moi, j'aime donner 4, je lui donnerais plus que 3, je pense, là. Vraiment, hein. Qu'est-ce que vous voulez, c'est un désastre. C'est vraiment pas un bon film. Pour moi, faut que je les note. Euh, Faut que je les note, mais dans les films que j'ai vus cette année là. Mais vraiment, ouais, c'est avec Captain America 4 pour l'instant l'un de mes gros flops de l'année, quoi. L'un de mes gros flops de l'année. Je n'ai rien, je peux rien dire de plus, hein. C'est un des gros flops que j'ai vu cette année, quoi. Ah, oui, il y avait The Electric State. The Electric State, je l'avais même pas mis, hein, je l'avais même pas mis là. Ouais, oui, oh, bah tu sais, honnêtement, oh là, alors honnêtement,
Entre The Amateur ou The Electric State, je sais même pas lequel je mets le moins bien, hein. C'est dans deux trucs drastiquement différents. C'est vraiment la même déception, quoi. Je mettrais peut-être The Electric State pire parce que The Electric State, j'ai même pas réussi à le voir en une fois. J'ai dû le regarder en deux fois parce qu'en fait, la première fois, au bout d'une heure et quart, j'en pouvais plus, quoi. J'étais là, genre, c'est chiant comme la pluie. Il y avait encore Jérôme Powell, ça, parce que Woody Harrelson donnait une voix, c'est pas de bol, hein. Heureusement qu'il est dans Daredevil Born Again. Heureusement qu'il y a Daredevil Born Again. Mais ouais, voilà, comme dit Walker, un film générique oubliable. C'est bien parce que, enfin, c'est bien. C'est triste parce que des thrillers psychologiques actionneurs, on n'en fait pas beaucoup sur la chaîne. J'en parle pas souvent. Ah, c'est pour faire ça. Dommage. Novocaine maintenant, bien mieux. Novocaine, elle n'a rien à voir. Quelle est l'histoire de Novocaine? Eh bien, c'est celle de Jack Quaid qui est atteint donc d'une maladie génétique qui fait qu'il ne ressent aucune douleur. Aucune. Et donc du coup, c'est pratique pour certaines choses, évidemment, nettement moins pratique pour d'autres, notamment une séquence où il dit que il peut pas manger du solide puisque comme il ressent aucune douleur, il a peur de se dévorer la langue en fait en mangeant des aliments, de croquer et manger sa langue aussi, et comme il ressent pas la douleur, il pourrait dévorer sa langue et l'avaler. Ça serait un petit peu problématique. Alors il a aussi des problèmes au niveau du chaud et du froid, etc. C'est un mec très seul, reclus, qui n'a qu'un seul ami qui voit qu'à travers des parties de jeux vidéo, amoureux d'une nana depuis des mois sans avoir eu l'occasion de lui parler. Et bonne nuitée, Mario 2077. Merci d'être passé. Merci, ça fait plaisir. Merci encore pour le sub tout à l'heure. Merci beaucoup. Et en fait, il va rencontrer cette nana-là. Il va se passer ce qui va se passer entre les deux. Pas un spoil, puisque ça amorce le scénario. Et au moment où ça devient vraiment sa copine, elle se le fait enlever par des braqueurs. Et lui, étant, entre guillemets, pas invincible ou invulnérable, mais étant insensible à la douleur, va décider de, pareil, faire vengeance et justice lui-même, comme The Amateur, un mec lambda que rien ne prédestine à vivre une telle aventure, mais qui va décider de la vivre quand même et qui va être embarqué dans des événements qui le dépassent. Il va aller faire justice lui-même et puis traquer les kidnappeurs les uns après les autres, jusqu'à retrouver donc Ray Nicholson, antagoniste principal, fils de Jack Nicholson, s'il vous plaît, quand même, dans des courses-poursuites dantesques, etc. Et Novocaine est très fun. Parce que pour le coup, en fait, Novocaine, tu le regardes, c'est déjanté, c'est drôle, c'est fun, c'est très créatif dans la manière dont on va utiliser justement sa maladie génétique, notamment dans une maison en fait qui appartient à des kidnappeurs, mais qui est une maison de survivalistes où il y a des pièges de partout. Alors on fait le running gag comique, il va se prendre à peu près tous les pièges possibles et imaginables. Enfin, plus ça va, plus c'est gore et violent, etc. Mais lui, il ressent rien, alors c'est toujours dans l'excès. Et l'actrice qui joue le Love Interesting, c'est l'actrice principale de Prey. Exact aussi, oui, c'est vrai que ça, la compagne du coup du personnage de Jack White, c'était l'actrice qui jouait le rôle principal de Prey, qui est une nana magnifique et qui est une très bonne actrice que j'aime beaucoup, qui était vraiment très bien dans Prey et qui, pareil, là, joue son rôle comme il mériterait d'être joué dans Novocaine. Sans prétention, encore une fois, Novocaine est un film sans prétention, un peu à mi-chemin entre allez, on va dire entre un GTA et un Max Payne et un le film avec Jason Statham là qui faisait déjà beaucoup penser à GTA. Haute tension, je crois. Il me semble que c'était Haute tension. Je sais que Ace Moody l'aime beaucoup ce film-là. Dites-moi dans le chat, mais je crois que c'est Haute tension. Il y en a même eu un deuxième avec Jason Statham où pareil. C'est un actionneur déjanté, il se passe n'importe quoi dans le film. Dites-moi dans le chat, je suis pas sûr que ce soit ça, mais il me semble que c'est Haute Tension. Et il y a eu Haute Tension 2. On est un peu dans cette mouvance-là, hyper déjanté, décalé. Alors là, on est avec Ray Nicholson qui en fait des caisses et des caisses et des caisses. On a reconnu d'ailleurs à son jeu avant de savoir que c'était Ray Nicholson, parce que c'est un acteur que je connais pas plus que ça. 33 ans, je crois, 32 ou 33 ans, Ray Nicholson, donc le fils de Jack. Il a les mêmes mimiques que son père, il joue un peu de la même manière. Alors là, il est totalement démesuré, il en fait des tonnes. Dans le genre de film comme celui-là, c'est pas gênant. Il y a un petit côté ambulance de Michael Bay aussi, je trouve, dans le côté déjanté de Ray Nicholson, qui rappelle un peu celui de Jake Gyllenhaal dans Ambulance.
Il y a une séquence en ambulance d'ailleurs dans Novocaine. Hypertension. Ouais, c'est haute tension ou hypertension. Bah, vous savez quoi, on va regarder maintenant. Il me semble, ça peut très bien être hypertension, ouais. C'est hypertension, ouais. Hypertension et Hypertension 2 avec Jason Statham, qui est un bon film, hein. Il y a José Pablo Cantillo aussi dedans, c'est vrai, un acteur que moi et Smoothie on aime beaucoup. C'est Hypertension. Et ben il y a un côté un peu hypertension aussi dans Novocaine. Il y a un côté, c'est inspiré de pas mal de films qu'on a déjà vus. Il y a un côté Nobody aussi avec Bob Odenkirk, sauf que Nobody c'est quand même un peu plus sérieux, plus maîtrisé aussi hein, dans la mise en scène, etc. La Novocaine c'est du pur fun, mais d'un autre côté c'est très bien fait. Je veux dire, il y a des situations fortes. Il y a une bonne bande son, il y a de l'humour, il y a un Jack Quaid qui fait du Dewey hein, dans The Boys, mais qui à un moment donné est hyper décalé, et puis dans le thème du truc, et qui joue très bien ce qu'on lui demande de faire. Je trouve qu'il a un côté presque poétique. C'est un film que j'aime bien parce que la première partie est finalement assez poétique. Il y a de la poésie, il y a de la nuance, il y a de la tendresse. C'est un personnage avec la nana avec qui il est, justement, il y a beaucoup de tendresse entre les deux. Chose qui est difficile à mettre dans un film aussi barré, etc., violent. Donc, euh, donc c'était pas mal. Nobody, j'étais dégoûté de voir un acteur comme ça jouer dans un film comme ça alors qu'il mérite 100 fois mieux. Mais c'est justement ça qui est génial, papy. Un mec comme Bob Odenkirk mérite des choses géniales. Je suis d'accord, c'est un super acteur. Mais imagine, un mec comme Bob Odenkirk, qu'on attend, mais alors pas du tout dans un film comme Nobody, qui sort une prestation comme ça dans un contre-emploi total, moi je préfère. Je trouve ça génial. Attends, Nobody, il y a des séquences, je crois, en plan. Il y a des situations en plan séquence, une mise en scène dans le cinéma d'action qui est vachement bien maîtrisée. Le scénario est simple mais hyper efficace. Lui, il est très bon là-dedans, Bob Odenkirk. Et dans le genre pareil, mec lambda à qui il va arriver des trucs de ouf. Et justement, avec un acteur complètement loin de ces prestations-là, réussir à sortir son niveau de jeu et puis se mettre dans une zone de non-confort pour donner ça, moi je trouvais que c'était très bien. Le voir dans un John Wick Wish, mais ça n'a rien à voir avec John Wick. Ça n'a rien à voir avec John Wick. J'ai ronflé devant le film, perso, c'est des lambda au possible. Juste, ça fait plaisir de voir Bob sur grand écran, mais c'est tout. Ça n'a rien à voir avec John Wick. Je crois pourtant que ça fait partie des mecs ou des producteurs de John Wick, mais ça n'a rien à voir avec John Wick. John Wick est un actionneur, en fait, c'est vrai, où le cinéma doit beaucoup à John Wick aujourd'hui, mais là, la donne est complètement différente. Et puis, justement, le fait d'avoir Bob Odenkirk dans un rôle aussi fort à contre-emploi fait que bah, tu retrouves peut-être le savoir-faire des John Wick dans l'actionneur, mais ça s'éloigne radicalement de John Wick sur le fond, sur sa prestation, etc. Et sur le rôle de Bob Odenkirk. Donc, moi, j'ai rien contre John Wick. Les films d'action comme ça pur, c'est pas mon style. Moi, ça m'intéresse pas plus que ça, donc je vais pas me ruer dessus. Mais John Wick, je suis conscient en fait que c'est des bons films d'action cinématographiques, hein, et qu'il y a des bonnes choses à aller chercher là-dedans. Maintenant, moi, c'est pas ma cam, mais justement, le fait qu'il y ait cette nuance-là dans Nobody, avec quelque chose de différent, etc. Et puis Bob Odenkirk à contre-emploi, mais en gardant cette maestria de l'action, moi, j'avais trouvé ça intéressant. Dans les films d'action, moi, je suis plus film d'action coréen. Enfin, je veux dire, dans les bons films d'action, limite arts martiaux, etc. Moi, c'est The Raid et The Raid 2, par exemple. Moi, c'est des films, pour moi, ça, tu veux regarder dans les actionneurs, thrillers psychologiques, arts martiaux purs, machin, où tu suffoques. The Raid, c'est exceptionnel, tu vois. Là, moi, je vais plus chercher là-dedans. Mais The Raid, en même temps, c'est ultra violent et c'est beaucoup plus sombre que les autres qu'on vient de citer. C'est très, très violent, hein, The Raid. Bande son de Mike Shinoda, d'ailleurs. Joseph Trapanese. Je me demande si Johan n'en a pas fait une aussi. Il y a un son qu'il faudrait que tu écoutes, Soul. C'est Razor's Out de la bande son de The Raid. C'est Chino Moreno qui chante et c'est Mike Shinoda qui fait la prod. Et le son est très très cool. Toi, je sais que t'aimes bien Chino Moreno et son groupe. Euh, mais le hongkongais, ouais, le cinéma d'action hongkongais est très très bon. C'est vrai que là, on est sur quelque chose d'autre. Enfin, en tout cas, oui. Non, Novocaine, moi, j'ai trouvé que c'était frais, divertissant, fun, déjanté, bien filmé. Peut-être un peu long sur la fin. Je trouve que les dernières séquences sont peut-être un petit peu too much. Et c'est vrai que
Ça dure un peu. Je pense que le premier final se suffisait à lui-même. La première confrontation avec Ray Nicholson, Simon, de son rôle dans le film. Je trouve que la deuxième fin avec toute l'ambulance, des choses comme ça, etc., c'était peut-être un petit peu too much. Mais c'est l'exemple, en fait, effectivement, d'un Vim Fun qu'on n'attendrait pas, mais qui arrive pleinement à satisfaire, voilà, en prenant un petit peu à droite à gauche de tous les films d'action déjantés qu'on a déjà vus, mais avec ce petit truc en plus du mec justement qui sent pas la douleur, où ça va toujours être très bien maîtrisé. Il y a une séquence par exemple où un flingue est dans une bassine d'huile, et en fait la séquence d'action est tellement longue qu'on finit par l'oublier. Et j'ai trouvé ça malin, moi, qu'il utilise le fait justement de ne pas avoir de sensation du tout pour récupérer ça dans la bassine d'huile et puis buter le mec avec. Il y a une situation aussi où il a pas de papier sur lui, etc., où il va voir un tatoueur nazi du coup, bah, il se tatoue carrément l'adresse du mec à aller voir. Sur la main parce qu'il peut pas faire autrement. Enfin, c'est des trucs loufoques et barrés. Ouais, Soul, je pense qu'il aimerait bien. Soul, je pense que Novocaine t'aimerait bien, ouais. Parce que en fait, c'est totalement maîtrisé dans ce que ça propose. C'est, euh, c'est fun, décalé, déjanté, euh, mais bien réalisé et exactement ce qu'on lui demande. C'est d'une vraie simplicité, mais en même temps, le traitement de sa maladie est hyper original et créatif. Une chose que j'ai bien aimé et amené implicitement, c'est le traitement du handicap et l'isolement que ça apporte est assez bien abordé, ce qui m'a un peu touché. Ouais, bien sûr, parce qu'il y a du fond derrière. Là où The Amateur n'a pas de fond, Novocaine a du fond. C'est quelqu'un, comme je le disais, qui est profondément seul, pas sociable, etc., mais qui va finir par trouver l'amour, qui va finir par trouver l'amitié. Alors son meilleur ami, c'est le meilleur ami de Spider-Man dans les Homecoming, etc., c'est le même comédien. Il fait à peu près le même genre de rôle, hein. Je veux dire, c'est le sidekick comique, mais pour le coup, bon, il est divertissant là-dedans, puis on le présente un peu maintenant comme un acteur bankable, hein, parce qu'il a quand même sa séquence d'entrée, etc., où il nous dit qu'il arrive en Harley alors qu'il est en vieux scooter des années 70. C'est drôle, voilà, parce que ça va vachement bien avec l'acteur. Mais non, c'est vrai que le traitement de la solitude, de sa maladie, de revivre, finalement, hein, parce que c'est un mec qui se met à revivre, etc., et qui se met, même pas à revivre, à vivre naturellement, en fait. On l'expliquait, hein, sa famille l'a ultra couvé parce qu'on disait que l'espérance de vie dépassait pas 20-25 ans, qu'il a un ami virtuel qu'il a jamais vu. Enfin ouais, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de douceur, il y a un traitement autour de segments qui sont quand même importants et autour aux alentours d'un film déjanté. Justement, il y a quand même des thématiques abordées sérieuses qui font mouche et qui sont maîtrisées. Donc oui, Novocaine est une belle surprise. Novocaine est une belle surprise. Je pense que les gens qui sont gamers un peu solitaires ou des choses peuvent s'y retrouver là-dedans parce que justement, c'est une aventure aussi qui est faite pour eux. C'est le mec lambda qui devient un héros alors que rien ne le prédestine à devenir un héros. Le surnom de Novocaine, en plus, la nana lui dit, c'est un surnom badass, etc. Alors que ça vient de base de gens qui se foutaient de sa gueule quand il était au collège, il a eu une enfance meurtrie à cause de ça. Finalement, limite, Novocaine, il y aurait une suite, ça me choquerait pas. Autant The Amateur, s'il y a une suite, je suis vraiment loin d'aller le voir. Autant Novocaine, tu ferais un Novocaine 2 où lui a décidé justement de faire de son don un service vis-à-vis des gens ou des choses comme ça me choquerait pas parce que c'est un film qui aurait le potentiel, un peu comme Nobody et Nobody 2, quoi. En Nobody, je trouve qu'il y avait pas forcément l'espace pour faire une suite, mais c'est un film qui est frais, ouais. Où là encore pareil, hein, on peut se dire Jack Quaid, est-ce qu'il va réussir à sortir son rôle de Huey Campbell et un peu plus, à peu près toujours dans les mêmes nuances, etc. En même temps, il le fait bien, hein. En même temps, il le fait bien, donc pourquoi en sortir s'il se débrouille bien? Donc non, moi j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé le film. J'ai beaucoup aimé le film. Alors je lui ai mis 6,5 sur 10, ça fait 13 sur 20, c'est pas mal. C'est pas non plus. Moi je trouvais que 14 sur 20, 7 sur 10, ça faisait beaucoup. Je peux pas mettre des belles notes à tous les films non plus. Je serais curieux depuis que je fais mes notes sur Insta. Euh... Tac, tac, tac. Euh... Alors voyons voir.
Alors. Euh... C'est où? C'est là, là et là. J'avais mis combien alors? En retirant les séries, j'avais mis 8 sur 10 à Juré numéro 2. Si je mets 8 sur 10 à Juré numéro 2, c'est difficile de mettre 7 à Novocaine. On n'est quand même pas du tout sur le même concept. Euh... Tac. J'avais mis 3 sur 10 à Craven. Craven, aujourd'hui, je lui mettrais tellement moins. 8 sur 10 à Nosferatu. 6,5 à Wolfman. Ouais, Wolfman, moi je sais que Papy avait pas aimé. Moi j'avais trouvé ça sympa. Je leur descendrais peut-être à 6 aujourd'hui. 8 sur 10 à Complete Unknown. 3,5 à Captain America. Je pense que je le descendrai à 3 aujourd'hui. 9 sur 10 à Better Man, ça je laisse. 7,5 à Mickey 17, je laisse. 4 sur 10 Electric State, je laisse. Chapel Wait, bah ça c'est des séries. Novocaine 6,5. Et The Amateur 4. Ouais, bah ouais, c'est à peu près. En tout cas, voilà, Novocaine, film intéressant sur bien des points. The Amateur, film ô combien décevant sur bien des points. Je vais vous laisser là, moi, pour ce soir. Je vais vous raid chez le Johan, qui est là en légende. Tac. Tac. Je vous raid chez le Johan. Pour ceux qui me suivent sur YouTube ou Twitch, pour tout le monde, allez, comme ça, au moins, le Serrano sera très salé, Joël. Rendez-vous dès demain pour The Last of Us. Enfin, quand vous allez voir cette vidéo, on sera le jour de la sortie de Last of Us. Donc, si vous regardez la review plus tard, eh ben, il faudra attendre le surlendemain. Mais c'est maintenant, justement, que Last of Us arrive. Très grosse semaine la semaine prochaine de critiques. Last of Us, Daredevil, Sinners de Ryan Coogler qui est encensé par la critique. Je vous fais des bisous et on se retrouve à ce moment-là pour de nouvelles aventures. Des bisous!